Je vais vous parler de la typicité liée au terroir et du volet sensoriel, avec une double question, c'est comment est-ce qu'elle est perçue d'un point de vue collectif par les producteurs, par les acteurs de la production, et comment elle est mise en œuvre, évidemment individuellement, par les acteurs de la production. Donc on se place dans le contexte des AOP, c'est un système que moi j'appelle un système quasi patrimonial, c'est-à-dire que c'est un système qui n'est pas figé, mais qui est soumis à un certain nombre de contraintes très très importantes et qui revendique en particulier donc un lien très fort au terroir. C'est un système qui est soumis à un contexte qui est très changeant, qui change très vite. On peut parler de la mondialisation en termes de consommation, de production, etc. On parle aussi de changement climatique, de développement durable, etc. Et donc il est essentiel pour que ce système quasi patrimonial puisse être préservé, qu'on puisse expliquer ce lien au terroir, qu'on puisse l'expliquer pour pouvoir ensuite le transmettre. Le système auquel je m'intéresse, c'est celui-ci. Donc, pardon, je vais trop vite. Donc c'est ce système où vous avez donc un terroir qui donc est lié, qui va produire des produits qui vont revendiquer une typicité, comme l'a bien expliqué François Casabianca avant moi. C'est mis en œuvre par un groupe de producteurs, et tout ça est plus ou moins encadré d'un point de vue réglementaire. Le terroir, juste un mot sur le terroir, ça ne se résume pas aux facteurs environnementaux, comme le sol et le climat, mais bien évidemment, il faut y associer des facteurs biologiques, le cépage, le porte-greffe, etc. Et puis, bien entendu, des facteurs humains. Et l'importance relative de ces différentes dimensions va varier probablement en fonction des AOC. Alors, j'en arrive à la typicité. Les producteurs ont une idée du produit et donc de la typicité qu'ils vont revendiquer. Donc ils ont un concept du produit, ils vont mettre en œuvre, ils vont jouer sur ces différents facteurs, et puis ils vont obtenir un produit. Et moi, je vais m'intéresser à cette typicité en termes de concept et à la typicité telle qu'elle est perçue au final. Et je vais m'intéresser à l'écart entre ces deux perceptions de la typicité. Alors comment? En mesurant des propriétés d'appartenance, en mesurant des propriétés de distinction et en évaluant le niveau de consensus entre les acteurs de la production. Juste un petit mot sur je reviens sur la typicité. Je vous ai parlé de typicité, dont je ne reviens pas sur la définition. J'ai repris quelques termes que vous a évoqués François Casabianca avant moi. Je vous parlerai, moi, de typicité conceptuelle, c'est-à-dire en fait l'image que les producteurs se font du produit, qui va engendrer des choix techniques, donc elle est importante, et de typicité perceptuelle, c'est-à-dire telle qu'elle est perçue au final sur le produit, quand on les interroge, et qui permet d'identifier le produit comme appartenant donc à la famille. Alors, on pose des questions à un certain nombre de producteurs. Là, en l'occurrence, c'est 41 producteurs dans Jouy-Lage-Brissac. Donc, on a posé un certain nombre de questions aux producteurs sur ce qu'était pour eux un vin typique en Jouy-Lage-Brissac. Donc là, vous avez quelques résultats. Et par exemple, donc, ils nous disent que c'est une couleur profonde ou sombre, ce sont des vins structurés, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, par exemple, en termes de première réponse, vous voyez que pour les 41 producteurs de la zone, vous en avez 60% qui nous disent tout de suite c'est une couleur plus foncée ou prononcée, etc. Et ce qui est intéressant de montrer, alors là vous avez une représentation qui vous permet d'avoir une idée du niveau de consensus dans les réponses. Et l'idée c'est qu'en fait quand les flèches ou les tirets ici vont dans le même sens, plus elles vont dans le même sens et plus la réponse est consensuelle. Et globalement, vous voyez qu'effectivement toutes les flèches vont bien dans le même sens. Donc il y a un relatif consensus, donc il y a deux petits sous-groupes parmi ces 41 producteurs, mais ils ont bien une image conceptuelle partagée sur cet aspect-là. C'est valable également quand on leur pose la question sur quels sont les facteurs de production qui sont importants pour produire des vins typiques. Donc là, vous avez à nouveau le même type de représentation. On voit là clairement qu'il y a un groupe important ici qui tire dans ce sens-là. Vous avez un petit sous-groupe ici. Globalement, en fait, c'est le sol et le sous-sol qui sont les facteurs les plus importants pour produire des vins typiques. Donc les termes qui sortaient, c'était UTB, c'était pente, c'était exposition, c'était nature du sol, etc. Et puis, il y a éventuellement, parfois, quelques producteurs pour qui le cépage ou l'itinéraire technique a aussi une incidence. Mais globalement, en termes de concept, les vignerons ont une idée qui est bien partagée sur ce qu'est la typicité.
Le sol et le sous-sol sont les caractéristiques pour eux les plus importantes devant le cépage de porte-greffe. Les pratiques viticoles et encore moins œnologiques sont tout à fait accessoires, en tout cas minoritaires. Donc la nature du sol permettrait pour eux de produire des vins plus colorés, plus concentrés, etc. Et je finis ma première partie en disant ben, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est consensuel et surtout ben, ça correspond à des travaux qui ont été menés sur la région. Alors, pas les travaux de François Casabianca, mais la notion de consensus, c'est bien quelque chose qui est partagé, donc ça c'est très bien. Et ça correspond aussi aux travaux qui ont été menés par l'équipe de René Morlin en disant, par exemple, le modèle de terrain, roche altération altérite, est pertinent pour expliquer le comportement de la vigne. J'espère, René, que je fais une traduction honnête de tes travaux. Que la vigne subit plus de contraintes en milieu roche, etc., que ça a un effet éventuellement sur la vigueur, que ça a des implications sur les baies, et que donc les vins obtenus se différencient justement sur des critères d'intensité de couleur, d'astringence, de grade de rondeur, exactement ce que nous ont dit les vignerons. Et donc c'est très bien. Alors maintenant, comment ça se passe dans la vraie vie je vais juste vous présenter juste une diapo qui montre, en fait, on a interrogé, on a fait déguster des vins d'Anjou Village Brissac, plus des vins dits outsiders à un certain nombre d'acteurs de la production, sur plusieurs années, sur 3 millésimes, et on leur a posé aussi à côté des questions dites de typicité, et voilà, et on a ensuite relié ces données-là à la façon dont avaient été produits les vins, ce qui nous intéressait. Donc en théorie, le sol, le sous-sol sont les facteurs qui sont importants. Donc là, ce qui est important, en fait, les éléments qui expliquent la typicité sont en vert. Alors c'est en anglais, je suis désolé. Et ce qui ressort, c'est la durée de cuvaison, la date de vendange, le niveau de maturité. Et vous voyez qu'ici, l'effet du sol, s'il peut exister une année sur 3, il n'est quasiment jamais explicatif du niveau de typicité des vins. Et pourtant, je ne remets absolument pas en cause l'effet démontré du sol. Simplement, il n'est pas mis en œuvre, sans doute de façon assez efficace. Donc il y a bien un écart entre la typicité telle qu'elle est conçue au départ et telle qu'elle est perçue au final. Alors, on peut aller même plus loin, et avec les analyses sensorielles très particulières que je pratique avec les acteurs de la production, on peut calculer des vins idéaux, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de savoir pour les vignerons ou pour chacun des acteurs de production, les œnologues qui étaient venus, quels sont leurs vins idéaux, et est-ce que ces vins idéaux correspondent aux AVB qu'ils ont dégustés. Donc vous avez ce type de représentation. Alors, je vais vous expliquer très très vite. Vous avez ici en bleu les vins, ici c'est sur un millésime 2005. Donc une répartition ici, un positionnement de tous les vins qui avaient été dégustés, et en triangle ici. Alors les triangles verts, ce sont les vins idéaux que l'on a calculés pour chacun des juges, et puis ici pour certains cas, oui en rose, et puis en vert, c'est le jugement par tel producteur de son propre vin. Et voilà, vous voyez, juste peut-être préciser que les AVB, ce sont les Anjou Village Brissac et les AR, les outsiders. Des Anjou rouges. Là, en l'occurrence, sur cette année-là, c'était des Anjou rouges. Et donc, vous avez, par exemple, ce cas-là, donc ce juge-là, ce producteur-là, qui évalue son vin idéal est ici. Ça, c'est la façon dont il a perçu son propre vin, donc il y a un petit écart. Et ça, c'est la façon dont l'ensemble du groupe a perçu son vin, donc il n'est pas très consensuel par rapport au groupe. Vous avez cet autre exemple de ce producteur qui juge son vin idéal comme étant son propre vin, mais qui n'est pas très consensuel avec l'ensemble du groupe. Et puis vous avez cet exemple-là, où vous avez ce producteur-là, pour lequel son vin idéal, c'est son vin, et c'est aussi, ça correspond au jugement global de l'ensemble du groupe. Donc ce cas-là est parfait, c'est le seul. C'est le seul sur les 3 années. Enfin parfait, il n'y a pas de jugement de valeur. Et donc vous avez ce qui est intéressant également, c'est que en fait le positionnement entre les vins idéaux et puis les vins qui ont été dégustés vont varier selon les années. Donc là je reprends le millésime 2005. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez ici les vins idéaux de l'ensemble des juges est assez étalé sur l'ensemble de ce plan factoriel. Sur cette année-là, l'année suivante, vous voyez que l'ensemble des vins globalement se situe là. Globalement, les vins idéaux des juges se situent plutôt par là, donc il n'y a pas un vrai accord. Tout le moins, je suppose que les attentes sur ce millésime-là étaient différentes de ce qui avait été obtenu.
Et puis là, on a une meilleure relation entre les vins idéaux de l'ensemble des acteurs de la production et les vins tels qu'ils ont été dégustés. Et ce qui est intéressant, donc, en fait, il y a bien un concept qui est partagé. Et puis ensuite, il y a un écart dans la mise en œuvre, et donc qui est lié en fait à la mise en œuvre individuelle de chacun des producteurs, et qui est lié aussi à l'image prototypique, enfin au prototype qu'ont chacun des producteurs, qui peut être variable. On l'a vu sur les vins idéaux, vous voyez qu'il y a des vins idéaux qui sont très variés. Et donc ces deux éléments-là peuvent expliquer qu'effectivement il y a un écart, un décalage entre la typicité telle qu'elle est conceptualisée, qui est commune, qui est partagée, et telle qu'elle est mise en œuvre au final. Et au final, donc, on a un modèle qui en théorie devrait être comme celui-ci. Vous avez un concept et un produit avec un accord, c'est-à-dire on a une image du produit, on met en œuvre des éléments du terroir pour obtenir le produit correspondant. Dans la réalité, ici, ce qu'on obtient, c'est ça. Enfin, sur la zone que l'on a étudiée, c'est qu'il y a un écart. Il y a un écart d'une part entre les éléments du terroir qui sont importants dans la mise en œuvre, pour la mise en œuvre et l'obtention du produit, puis il y a un écart entre l'image conceptuelle du produit et l'image perceptuelle. Un des éléments importants pour améliorer, alors ce qui est intéressant, c'est de voir cet écart, de le mesurer, de le comprendre, et un des éléments, une des voies de progrès, en fait, est liée au consensus, à la discussion qu'il doit y avoir au niveau d'une AOC sur la confrontation des expériences et la confrontation des résultats des expériences entre les producteurs. Enfin, c'est ce qui me paraît être quelque chose de très important. Donc, une des voies de progrès, c'est effectivement quelque chose lié à ce partage d'expérience. Je voudrais juste dire un mot en conclusion. Là, je parle de modélisation, c'est parce que c'est quelque chose qui nous paraît important. C'était aussi un des objectifs de ce travail, c'était de relier la typicité sensorielle des produits avec des pratiques, éventuellement même avec des compositions particulières de vendange. Et en fait, nous, on a montré que, au moins pour certains éléments, cette modélisation, cette relation entre une note, un style de vin et des pratiques était possible. Alors on l'a montré sur certains éléments. Là, vous avez ici, par exemple, l'effet de la date de vendange sur la note de typicité. Vous voyez que vous avez un modèle ici qui marche très très bien. Et ça se traduit par une composition biochimique de la vendange qui est spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des biens, ça se traduit directement là derrière par des marqueurs biochimiques tout à fait particuliers. Donc on peut et on pourrait le faire pour tous les éléments qui nous paraissent importants pour obtenir un produit, puis ensuite créer un vrai modèle. Ça, c'est pas un modèle, c'est un élément du modèle, de créer un modèle. Ce modèle est intéressant parce qu'au final, il doit nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne ce système complexe qu'est une AOP, mais aussi doit permettre aux producteurs de pouvoir prévoir, prédire l'évolution de cette AOP dans le cadre d'un contexte changeant, changement climatique. Qu'est-ce que peut donner telle année climatique sur le profil sensoriel des vins, par exemple, et donc quelle pratique peut avoir un effet correcteur éventuellement en fonction de l'évolution du climat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Yves Cadot.